Salam alaikum, Mazzoul Fillaoun. Bonsoir. Nous vivons un moment qui semble crucial, une croisée des chemins, comme si les événements allaient s'emballer, voire se précipiter, comme si des énergies s'ébranlaient, comme si des latences se ramassaient leurs forces, un peu comme une veillée d'armes. Et dans le même temps, le régime tremble sur ses fondements et il craque de toutes parts. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il est en fin de ressources, que de son sein même, la lézarde craque et se creuse. D'anciens généraux, des barons du régime, des décideurs de premier plan se déchirent aujourd'hui et se répandent en révélations de toutes sortes sur leur turpitude respective, sur ce qu'ils ont commis contre le peuple d'atrocités, chacun chargeant l'autre de tous les crimes. Le général Nazar, qui n'en est plus à sa première accusation contre ses anciens pères, promet des révélations qu'il affirme gravissimes. Le général Betchin, qui s'est longtemps, il faut le dire, qui s'est longtemps tu, même quand il a été victime d'un véritable tir de barrage, orchestré par lui par les principaux généraux, et qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour le faire taire, promet à son tour de publier des documents explosifs sur des aspects particulièrement graves de la décennie rouge qui a succédé au coup d'État de 92. Des révélations, laisse-t-il entendre, qui montreraient sous leur véritable jour certains sauveurs de la République autoproclamée. Et dans cette ambiance de veillée d'armes, pour me répéter, et de menaces des uns et des autres, de tout déballer, un acteur imprévu que presque plus personne n'espérait, Abbassi Madani en l'occurrence, vient de livrer à Al-Magharibiya en exclusivité une interview qu'il avait donnée à un média et qui n'avait pas été diffusée. Il y explique, avec une foultitude de détails, ce que beaucoup d'Algériens ne savaient pas sur la situation des chouyours du fils au moment et après le coup d'État, sur les conditions de leur détention, sur l'intransigeance de certains barons de la junte qui faisaient tout pour torpiller toute velléité de dynamique pour un retour à la paix. Je n'en dis pas plus, nous allons écouter cette partie de l'interview qui dure environ 35 minutes dès que le soutien technique sera prêt à la diffuser. Et en attendant, nous allons recevoir donc nos invités pour commencer à parler de ces déclarations du général Nazar, de Betchin et des autres, des déclarations ou des silences parfois évocateurs et significatifs, comme celui de Hamrouche par exemple. Donc avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, Saad Bouaqba, journaliste, Badreddine Guerfa, cadre du FIS, Brahim Younsi, président de l'UDN. Donc Saad Bouaqba, merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'est pas avec nous. Est-ce que Badreddine Guerfa est avec nous? Badreddine Guerfa, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Sissamel. Vous nous honorez avec ces invitations. Alors, Badreddine Guerfa, si on commençait par parler, par discuter un peu des déclarations des uns et des autres, notamment Général Nazar et Général Betchin. Général Nazar, qui en fait agite des épouvantails en parlant de Betchin qui aurait torturé pendant les événements de 88, du gendre de Chadli, qui était Wali, qui aurait aussi torturé, alors que Betchin parle de toute autre chose, d'un document très révélateur sur la responsabilité de la junte, sur ce qui allait arriver de tragédie après ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'un et l'autre? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Une pensée pour tous ces morts algériens, c'est de 250 000 Algériens, les disparus, les prisonniers, ceux qui sont partout dans le monde, les Algériens éparpillés un peu partout dans le monde, à cause de ce coup d'État de 92. Si Jamel, premièrement, je vous remercie et je remercie aussi le Maghrébia pour tous ses efforts pour essayer de trouver la vérité, de comprendre ce qui s'est passé, pour que vous aidiez les Algériens et surtout les nouvelles générations, les jeunes Algériens qui sont des millions maintenant, à comprendre ce qui s'est passé, quels sont les tenants et les aboutissants de toute cette tragédie. Je tiens à remercier aussi tous ces gens qui commencent à dire certaines vérités, en particulier votre invité, M. Bouarba, que je salue au passage. Je salue sa position forte de 92, où il a été carrément contre le coup d'État. Il a goûté certaines amertumes aussi. Badr Dinguerfa, excusez-moi de vous interrompre. Il y a un souci, un micro, il y a un bruit de fond assez désagréable. Nous allons vous appeler au téléphone pour poursuivre et je reviens à vous dans un instant. J'accueille à présent Brahim Younsi. Brahim Younsi, est-ce que vous êtes avec nous? Je vous entends. Très bien. Donc, je posais la question à Badr Dinguerfa sur cette déclaration, notamment du général Zaroual et du général Betchin, mais aussi du silence, par exemple, de Hamrouche, et sur ce qui est en train de se passer, en fait. Qu'est-ce qui se passe, Brahim Younsi? Écoutez, vous avez d'ailleurs employé le mot, il y a un déballage. Et ce déballage doit se poursuivre. Parce que de ce déballage-là, la vérité sortira. Et le peuple algérien a besoin de connaître la vérité pour que la justice puisse se faire. Parce que beaucoup d'Algériens, des centaines de milliers d'Algériens attendent que la justice leur soit rendue. Khalil Zar panique. Il panique parce qu'il y a un procès qui l'attend en Suisse. Betchin et Zaroual risquent aussi d'être impliqués, donc ils réagissent à cette situation et ils ont intérêt, et ils savent qu'ils ont intérêt dès maintenant à dire la vérité et à sortir la vérité. Mais pourquoi sont-ils en train de s'attaquer les uns les autres? Quand le général Nazar dit, par exemple, c'est Mouloud Hamrouche qui avait ordonné de tirer sur la foule, à quoi ça rime? Cela, je crois que Khalil Zar a besoin de se défausser. Il a besoin de se défausser. Nous savons pertinemment que l'ordre, que Mouloud Hamrouche ne peut pas donner l'ordre de tirer. Ce n'est pas de ses prérogatives, c'est une prérogative qui appartient ou qui appartenait au chef de l'État. Et le chef de l'État, ou l'ancien chef de l'État, feu Chedi Mejdid, a assumé ses responsabilités à ce point de vue. C'est Khalil Zar qui n'assume pas ses responsabilités, qui veut se défausser sur les autres, alors qu'il sait qu'il est un des responsables, sinon des coupables, de la tragédie de 1988 et de 1991. Il essaie de se défausser. Il essaie de se défausser parce que il veut absolument dire à la justice suisse qu'il n'était pas le patron qui pouvait donner des ordres, qui pouvait donner l'ordre de tirer aussi bien en 88 ou en 92, 93, jusqu'à 93, que la responsabilité n'était pas la sienne. Et vous pensez que c'est vraisemblable que Mouloud Hamrouche puisse donner l'ordre à l'armée, donc à lui-même, à Nazar, qui était ministre de la Défense, de faire tirer sur la foule? Cela est impossible.
cela est impossible. Mouloud Hamrouche, je le répète, ne pouvait pas donner, en tant que Premier ministre, un tel ordre. C'est impossible. Voilà. Alors, d'abord, je renouvelle mon invitation à quiconque de ces gens qui veulent participer à ces émissions pour se défendre, pour laver leur honneur, qui seront les bienvenus. Je le précise. Quel qu'il soit, El Magharibia reçoit tout le monde. D'abord, à charge pour eux d'accepter de vraies questions, d'accepter d'y répondre. Sinon, les déclarations de Betchin, qui sont autrement plus gravissimes, puisqu'il parle, ce n'est pas une question de règlement de compte des uns et des autres, mais il est en train de dire, je dispose d'un document, un rapport que j'ai fait au président, pour l'avertir de la gravité de la situation et de ce qui risque d'advenir si jamais des décisions draconiennes ne sont pas prises pour empêcher ces gens de mener le pays à la ruine. Il est en train d'accuser toute la junte, en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il a mis du temps à parler. Il a mis beaucoup de temps à sortir une partie de la vérité, parce que ce n'est peut-être pas toute la vérité. Ceci étant dit, Mohamed Betchin était impliqué dans les toutes premières négociations entre le fils et la délégation, notamment extérieure, c'est-à-dire l'instance exécutive du fils à l'étranger, pour parvenir à une solution politique. Or, à chaque fois que l'on approchait d'un accord, certains généraux, comme Khaled Nouzar, Mohamed Ammari et d'autres, refusaient de cautionner l'accord auquel la présidence de l'État à l'époque et les dirigeants du fils à l'extérieur sont parvenus. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. Je disais d'abord, je vous remercie personnellement, je remercie le Maghrébien pour tous ces efforts pour essayer de connaître la vérité. Comme ça, les jeunes Algériens, ces millions d'Algériens qui n'ont pas vécu cette tragédie ou qui ont été jeunes, qui comprennent exactement ce qui s'est passé. Je salue aussi toute personne, qu'elle soit éradicatrice ou réconciliatrice, qui commence à parler, à dire certaines vérités. Je les encourage, j'encourage tous les Algériens, tous les acteurs politiques qui étaient avec le coup d'État ou contre le coup d'État à parler aux Algériens. Ça sera déjà un pas très très important. Maintenant, ce que je dis, nous, au Front islamique du salut, nous refusons totalement de rentrer dans la lutte des clans, de ces clans qui se bagarrent. Mais en même temps, nous encourageons tous les gens à parler. Mais maintenant, comme Betchin, le général Betchin, quand même, qui a été le chef de la sécurité militaire du temps de Chadli, qui a été conseiller du président Zeroual quand M. Zeroual était chef de l'État puis président de la République. Il était certainement, nous le savons, c'était lui qui allait en prison, qui a vu les dirigeants du fils. Et ces propos maintenant sont tout à fait en équation avec ce que disait le président du fils et le vice-président du fils, Ali Belhaj. C'est-à-dire que les dirigeants du fils sont arrivés pratiquement à une solution avec Zeroual en 94-95, basée sur la proclamation du 1er novembre. Il y avait pratiquement autour, si je me rappelle bien, un accord sur pratiquement 14-15 points, mais le problème, c'est que Zeroual, chaque fois qu'il revenait, il n'arrivait pas à avancer parce que cette clique de généraux à la solde de certains milieux français qui travaillaient contre l'Algérie ne voulait pas de solution. Maintenant, le général Nouzar, moi je l'encourage à parler parce qu'il dit des vérités, des contre-vérités, il dit une chose qui se contredit, mais il dit quand même des vérités à demi-mot, il reconnaît pratiquement à demi-mot que le fils a fait d'énormes concessions en 91 quand une question lui a été posée à propos de Hachemi, rahimahullah,
Et ce qu'avait dit Talib Ibrahimi, que le fils était prêt à ne pas gouverner, et il était à accepter uniquement 3 ministères. Je rappelle que Ammar Ben Aouda, le colonel Ammar Ben Aouda, qui est un des membres des 22, a bien dit dans une interview que Saïd Saadi, qui était président du RCD, et je l'invite aussi à parler à Al-Magharibi Awad, à dire les vérités. Et sans rancune, nous n'avons aucune rancune avec personne, avec aucun parti, avec aucune tendance. Mais c'est juste pour la vérité. Donc, M. Ammar Ben Aouda a dit franchement que Saïd Saadi a téléphoné à Zerwal, il lui a dit textuellement que la France ne voulait pas de ministre du fils, même un seul ministre ne le voulait pas. Donc je pense que pendant l'émission, on pourra dire beaucoup de choses pour montrer que vraiment le fils voulait la solution pour le bien-être de l'Algérie. Restez avec nous, Badr Dinguerfa. Restez avec nous. À présent, nous recevons Saad Bouaqba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Saad Bouaqba, est-ce que vous pourriez nous dire votre sentiment sur ces déclarations, ces révélations, entre guillemets, des uns et des autres, notamment les déclarations de Zerwal, déclarations de Betchin et le silence de Hamrouche? زروال ما تكلمش، تكلم وحمروش. Pardon, j'ai parlé de Nazar, excusez-moi. نزار. Oui. هو بالحقيقة يبدو أن التصريحات هذه اللي جاء بها المجموعة تاع لي جافيريست عندها علاقة بالمنعطف اللي خذاه الرئيس بوتفليقة في المدة الأخيرة. فهم منه على أنه طلق مجموعة لي جافيريست، لأن لي جافيريست هم اللي جابوا الحكم. وقال عندما قدومه للسلطة قال باللي إذا كان الناس حابين يديوا الناس هذو المحكمة لاهاي يمروا عبر جثتي. لكن الآن فعلا احماها من الذهاب للمحكمة الدولية، ولكن يبدو أنه في المدة الأخيرة انعطف نحو إمكانية محاكمتهم داخليا، وقد بدأ فعلا ببعضهم، وفهموا أن البادئ بحسن قد ينتهي بغيره، ولهذا بدأوا ما يسمى بحرب الحرب الاستباقية للدفاع عن أنفسهم، وفي نفس الوقت لتبرئة ذمتهم فيما قد يكون حدث خطأ أو خطأ مقصودا أو تجاوزا فيما حدث في سنين 92. ودخول بتشين على الخط بطبيعة الحال يتفقوا الناس اللي يتبعوا في الأحداث في الجزائر على أنه دخول على خط انتقام من المجموعة التي أساءت إليه وإلى زروال في 99 عندما شنوا عليهم هجوم وأبعدوهم من السلطة وسلموا السلطة لبوتفليقة. هذا هو الإطار العام اللي تجري فيه العملية. ولكن على حساب الشوفة يبدو يعني في وقت وين جنرال نزار يتكلم على ربما امور تقريب، سامحني يعني تقريب ما عندهاش اهميه كبيره، على الاحوال المعذب على حمروش، ولكن بتشين راهو يتكلم على رابور تقرير اللي داروا الرئيس شادلي بن جديد، واللي يقول باللي حذر فيه الناس تاع الشيء اللي راح يصرى لو كان هذا الناس يكملوا يسيروا الامور كما كانوا يسيروا فيها، ويظهر باللي كان عنده الحق. يعني les avertissements qu'il a lancés, les graves dérives qu'il avait prévues se sont réalisés. حقيقة بتشين هذا الملف اللي تحدث عليه سبق وأنه هدد به لما شنوا عليه هجوم في 99 نتذكر. نشفع لها تاع الخبر وليبرتي والوطن. لا كتب في الجرائد في ذلك الوقت، قال سأرد على خصومي بطريقه سنيه بفن المهني، ويقصد ملفات. قال هذه من 99 ومن 99 وحنا ننتظر، والان تقريبا نفس الملف اللي هدد به
وممكن يكون عنده اشياء، ولكن بلغ انا تشجع ما نقدرش نقولها. وتقديري الشخصي انا من خلال متابعتي ان الملفات لما تخرج صحيح انها تفيد جهات معينه وتضر بجهات معينه، ولكنها في الاطار العام لن يسلم منها احد، لان حتى الاسلاميين سيطالب الرصاص، يعني سيمسهم بطريقه او باخرى عمليات التورط حتى هم في العنف. ولا اعتقد ان لا الناس اللي في السلطه من الجامبيريت ولا من المدنيين اللي مشاو معاهم في العمليه، ولا حتى بعض الاسلاميين اللي كانوا متشددين يستلموا من هذه الملفات. واذا كانت المصلحه العامه وبناء البلد على اساس صحيح يتطلب فعل الشجاعه لذهاب هذه الملفات فلتكن، ولكن قبل هذا لازم توضع الاسس تاع الاداره والاداره تاع العداله اللي تنجم تعالج هذه الملفات بطريقه فعلا تؤدي الى تمكين الوحده الوطنيه وتمكين مؤسسات الدوله، وليس اضعاف مؤسسات الدوله امام مؤسسات غير موجوده بالمره تقريبا او هي شبه موجوده الان. Restez avec nous, Saad Bouakba. Brahim Younsi. Saad Bouakba vient de nous dire que pour lui, Betchin est en train de tenir en quelque sorte la promesse qu'il avait faite de répondre aux attaques qu'il avait subies. Si c'est le cas, c'est vraiment que le dicton qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, ça se vérifie vraiment. Parce que là, froid, c'est vraiment froid. 20 ans après, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait, tout à fait. J'espère que ce n'est pas que de la vengeance. J'espère que Mohamed Betchin a véritablement envie et a la volonté de dire la vérité, toute la vérité, parce qu'il a continué à travailler au-delà des années 94. Parce Mohamed Betchin était au cœur, je dis bien au cœur, des négociations qui ont eu lieu entre le pouvoir et le Front islamique du salut, en tout cas avec son instance ou ses instances à l'extérieur, parce que c'est comme cela que cela s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que le Front islamique, dans sa direction à l'extérieur et à l'intérieur, ne cessait de lancer des appels publiquement et de façon par l'intermédiaire de Missi Dominici d'arrêter la violence. D'arrêter la violence à partir de la fin 1993 et toutes les années 94, 95. Et en 94, Zeroual fait un pas, sort les chouyours, notamment Abbassi Madani Ali Belhadj de prison, et discute avec eux. Et néanmoins, il voulait, parce que Nozar et l'Ammari, notamment le général, le chef d'état-major, voulaient absolument imposer leur diktat, ce qui a fait rompre les négociations et l'accord qui a été conclu, si vous voulez, entre la présidence de l'État et la direction du Front islamique du salut, ce qui leur a valu de retourner en prison. Vous savez, Brahim Younsi, Yamin Zeroual et Betchin ont toujours été très proches, très complices, très amis. Oui. Oui. Aujourd'hui que Betchin monte au créneau, qu'il engage une bataille qui semble être vraiment très dure, peut-être décisive, vous ne pensez pas que Zeroual pourrait le rejoindre, lui qui a toujours su garder de la réserve, se tenir en dehors de tous les conflits Je crois que Yamin Zeroual, qui a géré, qu'on le veuille ou non, qui a géré la phase la plus dure, la phase où il y a eu des assassinats quasiment quotidiennement, la phase où il y a eu tous les grands massacres. Et il est de son devoir, de parler et de dire ce qu'il sait, et de dire ce qu'il a vécu, et de dire ce qu'on lui a imposé ou pas.
Donc, Zaroual doit absolument parler. La vérité doit sortir, c'est le moment. Je ne suis pas évidemment dans les secrets des dieux, mais tous ces hommes-là ont pris de l'âge, sont en train de se préparer à rendre des comptes à leur créateur. Ils doivent aujourd'hui participer. Et Brahim Younsi, un jour un colonel est passé dans cette émission, le colonel Hamlet, et il m'avait dit en substance que Zaroual, c'est des choses tellement graves que ça pourrait faire exploser le pays s'il parlait. D'après vous, qu'est-ce qu'il sait de particulier je suis d'accord avec ce colonel, mais je ne crois pas que ça ferait exploser le pays, mais ça révélerait la vérité de ce qui s'est passé, et cela c'est son devoir. Son devoir, d'autant qu'il a juré, qu'il a prêté serment, et il faut absolument qu'il respecte ce serment qui tient toujours. C'est ça, nous sommes dans une phase de vérité. Nous sommes dans une phase de vérité. Il faut absolument que ce dossier, dans toutes ses facettes, parce qu'il y a plusieurs facettes, dans toutes ces facettes, s'ouvre de façon transparente et que tous les acteurs, tous, sans exception, du côté du fils ou de ceux qui se réclamaient de son bras armé, des services de sécurité, même si certains principaux acteurs ne sont plus de ce monde. Je veux parler notamment du général Smaïl Ammari qui a joué un rôle dans la violence et la pérennisation, si j'ose dire, de la violence, n'est plus là. Bon, mais le général Toufiq est toujours de ce monde, est toujours là. Et il en sait énormément, et plus qu'énormément, parce qu'il a été un acteur qui ne voulait pas, qui refusait toute approche politique. Et il voulait une victoire militaire sur le terrain, comme Khaled Nzar et Mohamed Ammari. Il voulait absolument gagner sur le terrain. Restez avec nous, Brahim Younsi. Badreddin Guerfa, en 94 ou 95, quand Zaroual avait fait libérer ou mettre les dirigeants du FIS en résidence surveillée, c'est-à-dire ils sont sortis de prison, ils ont connu des conditions un peu plus douces, j'allais dire, relativement. Est-ce qu'ils avaient le droit de s'exprimer à ce moment-là? Est-ce qu'ils avaient reçu le droit de pouvoir s'exprimer? Allô? Badreddin Guerfa? Oui. Oui, je suis avec vous, je ne vous entends pas bien. Alors, je vous disais que quand Zaroual avait fait libérer les cadres du FIS, notamment les Belhaj et Abbassi Madani, avant qu'ils ne retournent un peu plus tard en prison, est-ce qu'ils avaient le droit de s'exprimer publiquement? Quand les dirigeants du FIS ont été dans cette situation, ils recevaient des gens, ils recevaient des hommes politiques, mais ils ne s'exprimaient pas. Mais bon, je crois une fois, le président, le docteur Abbassi Madani, a pu s'exprimer par téléphone à un journal, si mes souvenirs sont exacts. Mais ils étaient là, ils avaient beaucoup d'espoir, ils travaillaient, ils ont reçu beaucoup d'hommes politiques, mais le problème, c'est que ce régime, ou cette frange du régime, elle ne demandait aux dirigeants du FIS que la condamnation du terrorisme, et c'est tout pratiquement, alors que les dirigeants du FIS voulaient réellement une solution équitable, juste, qui permet aux Algériens de se réconcilier, de connaître la vérité, de se réconcilier et d'éditer un état de droit. Je pourrais, si vous me permettez, si Jamel, démontrer ça avec tout historiquement, le plus. Là, avant le 11 janvier, Hachami était prêt à tous les dialogues. Al-Ibrahimi est témoin pour les concessions qu'a dû faire le président du bureau exécutif du FIS, Hachami. Maintenant, comme l'a déclaré à peu près M. Nozar,
voilà l'avocat Mechri qui dit que le président Chani Bejdid a envoyé un message à Abbassi et pour que le fils n'aille pas au deuxième tour avec une promesse d'élection présidentielle dans le calme et la sérénité, et Abbassi en une demi-heure a accepté ça. Mais maintenant, après le 11 janvier, Hachami n'a cessé de travailler pour la paix avec Hassan Ahmed et Mahri. D'ailleurs, ils ont envoyé Mahri à Jalal Nazar et Jalal Nazar avait fait un refus catégorique. Il a dit que l'armée avait sa solution. Sa solution, il voulait faire la guerre contre les Algériens. Quand Hachami est sorti de prison, il a repris son voyage de pèlerin dans des conditions très très difficiles pour trouver une solution. Et le fils est allé même pour cautionner l'élection de la candidature de M. Talib Ibrahimi pour trouver une solution à l'Algérienne, une solution au problème algérien. Qu'est-ce qui s'est passé après? Hachami a été lâchement assassiné parce que et justement, Badr Dingerfa, justement, comment expliquez-vous que ceux qui appelaient à aller vers des voies pacifiques, d'essayer de trouver les voies et moyens pour discuter plutôt que de s'entretuer, pourquoi ont-ils été soit neutralisés, soit réduits au silence, soit assassinés, comme Abdelkader Hachani ou Qassim Erbah, par exemple? Mais maintenant, c'est clair, si je mets tous les témoignages démontrent que cette frange, ce groupe de lézards voulait la guerre contre les Algériens. Ils voulaient détruire l'Algérie. Ils voulaient travailler pour leurs privilèges et les privilèges de leurs patrons, certains services français. C'est tout à fait clair maintenant. C'est Qassim Erbah qui était le patron de la sécurité. Mais vous ne pensez pas que vous exagérez un peu, Badr Dingerfa, quand vous dites qu'ils voulaient détruire l'Algérie? Pourquoi ils voulaient détruire l'Algérie? Puisque c'est la branche sur laquelle ils étaient eux-mêmes assis. Je le dis, écoute, si jamais je le dis, parce que maintenant, la vérité, elle est là. C'est pas la vérité de les témoignages. Non, l'Algérie est complètement détruite, l'université est détruite, l'école est détruite, les hôpitaux sont... Parce qu'ils sont incompétents, et non pas parce qu'ils voulaient détruire l'Algérie. Non, parce que les compétences, si jamais, des milliers d'Algériens, des milliers d'universitaires ont quitté l'Algérie après 92 et surtout après 2000, ils sont un peu partout dans le monde. Je vous fais savoir, je vous fais une petite confidence, en 91, quand la démocratie commençait à faire ses premiers pas, nous avions des assurances beaucoup d'Algériens se sont mis en contact avec les fils. La confiance est revenue, ils nous ont promis de rentrer en Algérie pour travailler en Algérie, et ce n'était pas des islamistes, je vous assure. Donc, cette confiance, cet élan extraordinaire du peuple algérien, cet élan extraordinaire de la jeunesse algérienne, cet élan extraordinaire de la femme algérienne a été complètement brisé. Vous voyez comment sont les jeunes maintenant à l'université, comment les portes de la drogue sont ouvertes, comment tout ce malaise qui se trouve en Algérie maintenant, ça c'est une destruction si jamais. Donc, c'est clair, cela ne voulait pas de négociation, ne voulait pas de paix. Toutes les autres. Abbassi Madani, après la sortie de prison, il a fait une tentative, il a fait une moubadala, ça a été refusé. Cheikh Ali Ben Haj a envoyé beaucoup de lettres pour trouver une solution, ça a été refusé. Donc, toutes les solutions de paix ont été refusées. Ils n'ont accepté que cette concorde qui a été fait avec le chef de l'AIS, Madani Mezek, qui était une fausse solution. Et d'ailleurs, Hachani a payé le prix pour ne pas avoir cautionné, encore une fois, cette fausse solution. Restez avec nous, Badr Dingerfa. Saad Bouaqba. Brahim Younsi vient de lancer un appel à Yamin Zarwal, au leader du FIS, et pas seulement à tous les acteurs, dit-il, qui ont participé de près ou de loin à ces événements, à ces tragiques événements, de venir s'exprimer, de dire tout ce qu'ils ont à dire maintenant. Vous pensez que c'est faisable, que ça pourrait se concrétiser?
لا ما ينجموش يتكلموا في الظرف الحالي. رجاء نعطيكم معلومات لان الملف هذا انا دارسه مليح. تفضل سعد بوعقبه. في سنه 93 لما اشتد العنف في الجزائر، حسوا الصقور تاع الجيش وبقياده نزار والمجموعه باللي الامر تخطر وما يمكنش يوصلوا الى انتصار ساحق على الاسلاميين، وبالتالي جمعهم المرحوم كافي في 5 توفيق ونزار وذروان و اللي كان في جدرميه وواحد خامس، وطرح عليهم سؤال واحد، قال لهم هل بامكانكم تنحيوا لي العنف في ظرف تاع 6 شهور نعطيكم كل امكانيات البلاد، واذا كان ما كنتش قادرين لابد من فتح حوار مع الناس نبحثوا على حل اخر. بطبيعه الحال هم كانوا تحت الصدمه تاع موت بوضياف، كانوا مترددين، فسمحوا له بفتح الحوار مع الجبهات الثلاث. قال لي انه اتصل بمهري وتغدى معاه وبعثوا الاي تحمل لسويطرة، وعلى اساس يعقدوا اجتماع رباعي السلطه والجبهات الثلاث. وبهذه الصفه قرروا باش يبعثوا واحد للشيوخ في السجن. كافي طرح عليه الحكايه، قال انتقد النزار قال نبعثوا توفيق. قال له كافي حسب ما يحكي كافي، قال له لا يمكن نبعث توفيق لانهم يتعاملوا معه كبوليس، وبالتالي رشح ذروان كوزير الدفاع ولا يروح ليه، وبهذه الصفه راح ليه بالفعل، وصلوا الى اتفاق انهم يعقدوا اجتماع رباعي ويحلوا مشكله العنف في البلاد. ولكن جماعه الصقور بالاتصال بعلي هارون ورضا مالك وتواتي خوفوا بقيه الضباط في النواحي العسكريه وفي المؤسسات العسكريه الاخرى. قالوا لهم باللي راهو كافي لعبة مهري ويريد وضع الجيش تحت سلطه الجبهه، وهو اللي يتحاور مع الجبهه اللي تتحاور مع الاسلاميين، وبالتالي رانا رجعنا لما قبل 91. وهنا قالوا لهم لا، الحوار ما لازم تاخذوا الرئاسه ومهري والجبهه وناخذوه نحن العسكر. ومن هنا داروا ما يسمى بلجنه الحوار الوطني حول الرئاسه، وداروها بجنرالات من الجيش وبعض المدنيين الشكليين. وهنا كافي قرر باش يغادر الرئاسه في التاريخ المحدد لما تنتهي المده اللي تاع العميد. ذروان لما فتح القضيه مع الشيوخ لما ولا في الرئاسه عاود حيال الموضوع تاع الحوار من جديد مع الشيوخ تحت ضغط العامل الاجنبي، لانه سافر الى جنوب افريقيا وقابل كوفي عنان هناك، وكوفي عنان قال له رد بالك من المجازر التي تقع في نواحي العاصمه، الامريكان والغرب راهم عندهم عليها معلومات دقيقه، واذا جات المحاسبه للذين يرتكبون هذه المجازر راهم يجيو لك الدافع يروحوا للجنرالات. وبالتالي لما عاد من جنوب افريقيا مباشره ذهب الى بليده، قام بعمليه تفتيش، لحق قائد الناحيه العسكريه وجاب بوغابه من قسنطينه، وهنا زادوا التفوا وفتح الحوار مع الشيوخ، وهنا زادوا الصقور تاع الجيش من جهه اخرى عاودوا التفوا عليه وقالوا لا احنا ما نتحاوروش مع الشيوخ، نتحاوروا مباشره مع المسلحين. وهنا بدات المحاوره مع المسلحين، وهنا بدا الخلاف تاع بتشين وذروان مع المؤسسه العسكريه وخاصه المؤسسه الامنيه في حكايه الحوار مع المسلحين وليس مع السياسيين، والنتيجه فيما بعد تعرفوها كيفاش غادر الحكم. هذا اساسي في الموضوع في القضيه هذه. ولكن سعد بوعقبه لما لوسكو بارلي دو فوكون، لما تكلم عن الصقور، شكون هما لي كولومب؟ شكون هما في وسط الجيش؟ بطبيعه الحال الخمسه اللي ذكرتهم انا اللي كانوا موجودين اللي داروا العمليه تاع العمليه تاع جوفري، وعندهم بعض امتداداتهم في الوسم بما فيهم اسماعيل العنباري ومجموعه اخرى.
ولا تظن باللي بصفة غير مباشرة الرئيس اليمين زروال دفع إلى الاستقالة؟ بطبيعه الحال واضحه الحكايه، لان الحمله الانتخابيه كانت موجهه ليه عبر المساعد تاعو اللي هو بتين، وهنا بتين ما كانت في المستوى المحدد في الوقت هذاك، لان كان بيده كل الامكانيات باش الرد تاعو يكون اعنف من هذا مما كان، وبالتالي تساهل ونحوها بسهوله لانهم كانوا في موقف ضعف في ذلك الوقت، موقف ضعف كبير، ولكن مع ذلك تعاملوا ضده المجتمع المدني والصحافه بصفه خاصه، وهو تساهل ولم ياخذ القضيه بمحمل الجد، بالاضافه الى مجموعه الاخطاء اللي داروها في تسيير البلاد في ذلك الوقت. Restez avec nous, Saad Bouakba. Brahim Younsi. Brahim Younsi. Brahim Younsi est avec nous? Oui, je vous entends. Moi. Brahim Younsi, Saad Bouakba nous parle de ces faucons qui avaient réussi à imposer leur vision de la situation, de la crise, qui avaient réussi à empêcher d'aller vers toute voie réconciliatrice. Aujourd'hui, ces faucons, ils n'existent plus. Ou alors, ils n'ont plus la possibilité d'imposer quoi que ce soit. Ils sont out, ils ne sont même pas dans les cercles périphériques, ils sont complètement évacués. Qu'est-ce qui empêche, justement, maintenant qu'ils sont vraiment en position de faiblesse, lorsqu'ils ne sont pas décédés, lorsqu'ils n'ont pas été limogés, lorsqu'ils n'ont pas été réduits quasiment à l'impuissance, qu'est-ce qui empêche l'autre camp, les autres, ceux qui étaient contre eux, de venir aujourd'hui dire les choses, comme vous venez de l'appeler d'ailleurs? Oui. D'abord une chose, moi je crois qu'il ne faut pas faire, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas faire la part belle à Liam Zroual. Il ne faut pas oublier, c'est vrai que Liam Zroual, sans l'accord de ces faucons, il n'aurait jamais pu sortir les chouillours, comme on dit, de la prison de Blida. Cela est certain, sans leur accord. Mais c'était pour leur arracher une déclaration qui devait condamner ce qu'ils appelaient le terrorisme, qui condamnait la violence. Même si les chouillours étaient prêts à négocier, bien entendu, une sortie politique de la crise, parce que la crise était politique. Mais Zroual, qu'est-ce qui l'a empêché, ou qu'est-ce qui l'a obligé de rejeter, de refuser? Et ça, je tiens compte de ce que Saad Bouakba disait à l'instant. Et qu'est-ce qui a empêché, qui est-ce qui a obligé Liam Zroual de rejeter les accords de Rome, le contrat de Rome, en gros et dans le détail, alors qu'il lui proposait une sortie de crise politique avec la signature du fils du Front islamique du salut, représenté dans sa diversité. Cela aussi est une question à se poser. Et c'est après ce refus qu'il y a eu les plus grands massacres en 1997. Oui, la situation était devenue ingérable. Il est vrai que ces faucons, je l'ai dit tout à l'heure, voulaient absolument que la guerre soit remportée sur le terrain militaire. Ils étaient pour l'éradication totale de tous les groupes qui avaient pris les armes à ce moment-là. Mais moi je crois que quelles que soient les convictions des uns et des autres sur l'accord ou les gens appellent cela comme ça, appelons cette chose-là comme ça, ou la reddition de ceux qui portaient les armes, qui se revendiquaient, qui se réclamaient pour certains d'entre eux d'être le bras armé du fils, l'essentiel de l'essentiel, que cette solution n'a pas abouti à une solution politique. Cela est vrai, il manquait un travail politique derrière l'arrêt de la violence, mais l'essentiel de l'essentiel, c'est que la violence soit arrêtée.
C'est ça l'essentiel. À ce moment-là, c'était que la violence soit arrêtée, que les armes ne parlent plus, que le fils ou le fils injustement soit impliqué dans la violence. Parce que dès le début, le fils ne voulait pas de la violence. Il ne voulait pas de la violence. Il voulait absolument une solution politique, malgré la dissolution qu'il a subie. Ces dirigeants de l'intérieur et de l'extérieur, je peux en témoigner, pour ceux qui étaient installés à l'extérieur, j'ai connu un certain nombre d'entre eux, voulaient absolument que la violence s'arrête. Mais ils proposaient des solutions et des stratégies de sortie de la crise sur le plan politique. Mais vous connaissez la situation, des groupes armés de l'armée ont parasité l'ensemble de l'espace de la violence pour que la situation devienne ingérable et pratiquement une solution politique soit, si elle n'était pas impossible, elle était difficile à réaliser. Aujourd'hui, Brahim Younsi, aujourd'hui, effet pervers ou curiosité historique, on ne sait pas, le clan présidentiel, l'actuel clan présidentiel, est devenu une sorte d'allié naturel des réconciliateurs de ceux qui avaient et qui ont intérêt à ce que la vérité éclate contre les ex-éradicateurs qui avaient intérêt à ce que la vérité ne soit jamais faite. Et le clan présidentiel aujourd'hui pèse très lourd. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait justement faire en sorte d'amener la situation à une telle décantation? Vous savez, le clan présidentiel, comme vous dites, Abdelaziz Bouteflika lui-même, est impliqué dans les affaires, parce qu'en 99, il ne faut pas oublier que le clan présidentiel, comme vous dites, qui obéissait à ces faucons dont vous parliez, parce que Abdelaziz Bouteflika se préparait. Oui, mais là, il composait avec eux. Là, il faisait avec, il n'avait pas le choix. Ils étaient en position de force. C'était eux qui l'avaient ramené. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Absolument. Ouais. Il est en train de leur faire payer ou de vouloir leur faire payer l'humiliation que lui-même avait subie pendant plus de 2 ans. Hein? Parce que il ne faut pas oublier que Bouteflika a attendu avant de signer un accord aussi, avec ceux qui avaient décidé de faire la trêve, ceux qui avaient décidé de rejoindre leur foyer, etc., etc. Bon, il avait attendu pour signer l'accord, parce que les faucons l'en empêchaient à un moment. Mais ceci dit, l'accord, entre guillemets, verbal ou écrit, nous verrons. Comme le dossier vient de se rouvrir ou de s'ouvrir, attendons que les uns et les autres sortent, permettez-moi l'expression, sortent leurs cartes. Les cartes sont en train de sortir. Chacun est en train de se défendre. Chacun est en train de se défausser sur l'adversaire ou sur le partenaire d'hier. Restez avec nous, Brahim aussi. Badreddin Guerfa. Est-ce que vous êtes avec nous, Badreddin Guerfa? Oui. Badreddin Guerfa, jusqu'à présent, le fils était quasi totalement absent. D'ailleurs, au point où les gens, surtout ses sympathisants, ses militants, ne savent même plus s'il existe encore ou non. Officiellement, il est dissous, officiellement, il n'existe plus. Mais pour ses militants, ses sympathisants et pour une grande partie du peuple algérien, il continue d'exister, ne serait-ce que pour ne pas accepter de subir le dictat du régime. Or, il faut dire les choses, il est absent, le fils. Et aujourd'hui, Abbassi Madani nous livre des déclarations très importantes dont nous allons voir tout à l'heure quelques extraits. Vous pensez que cela signifie le retour du fils, éventuellement, le retour politique? Vous me ramenez 24 ans en arrière. Je me rappelle ce qu'avait dit Maître Yahya Abdelnour, que je salue, pour son grand, que je salue parce que c'est un grand homme, un grand militant des droits de l'homme. Quand le fils a été dissous, il avait dit à l'époque, en déchirant l'extrait de naissance, l'être humain il reste vivant, le fils il est là.
Le FIS, c'est un mouvement qui a été à l'avant-garde de beaucoup de luttes. Il a été, c'était après l'échec du pouvoir qui s'est installé par les armes en 62, le FIS a donné un espoir aux Algériens. Il a ouvert une brèche démocratique. On a eu des moments extraordinaires en Algérie avec tous ces partis, le FFS, le FIS, et tous ces partis, tous les petits partis, les grands partis, tout ce mouvement extraordinaire, cet élan extraordinaire de la jeunesse. Souvenez-vous, si jamais l'université bouillonnait d'idées de gauche, de droite, et l'islamisme, il y avait l'UCSA, il y avait tout ça dans les universités, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le FIS a payé le prix avec le peuple algérien. Le FIS a payé le prix. Il y a eu du sang, il y a eu de la prison. Mais vous ne répondez pas à ma question, Badr Denguerfa. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que le FIS est en train d'annoncer son retour politique? Oui, d'annoncer son retour. Oui, si vous voulez bien. Moi, je vous dis qu'on est là, on travaille toujours. Dès qu'il y a une brèche, on est là. Le FIS. Mais comment, Badr Denguerfa, vous me dites il est toujours là, il n'est pas là? Il faut pas quand même. Il n'est pas là, il n'est pas là, il est là, il ne s'exprime pas, il ne convoque pas la presse, il ne fait pas de communiqué, il ne se réunit pas. Il n'est pas là politiquement, il est une ombre. Et une ombre du passé en plus. Je suis d'accord avec vous, mais le FIS est interdit, ne l'oublions pas. Moi je parle, est-ce qu'il y a un retour politique dans le vrai sens? Ça veut dire, est-ce que le FIS est susceptible de revenir ou non? Voilà. C'est pour ça, j'invite à partir de Magharibiya, ces partis d'opposition et l'instance de consultation et de suivi à ouvrir les débats réels de ce qui s'est passé en Algérie, les Algériens, c'est ça le vrai problème. Et j'invite cette instance et la CTLD à inviter les vrais dirigeants du FIS. À leur tête, le président Abbassi qui doit désigner une vraie délégation pour montrer le point, montrer et dialoguer avec tous les autres partis, tous les hommes politiques. Sans ça, et je les invite aussi à ouvrir ces dossiers. Pourquoi cette instance n'installe pas une commission de vérité, de justice et de mémoire, par exemple? Restez avec nous, Brahim, restez avec nous, Badr Denguerfa. Nous sommes obligés d'interrompre, c'est un impératif technique, donc nous allons observer un court intermède et je reviens à vous dans un petit instant. Je rappelle que nous allons pouvoir voir dans quelques instants le témoignage de Abbassi Madani sur ces douloureux événements. A tout de suite.
Salam alaikum من جديد. Je reviens à Badreddine Gerfa. Il n'avait pas... Oui, Badreddine Gerfa, vous n'aviez pas fini votre développement, je vous en prie, poursuivez. Oui, donc je disais que cette instance, moi je n'attends pas beaucoup de ce pouvoir, de ce régime. De ce peuple algérien et à certains qui est parti d'opposition, ces personnalités politiques, les anciens chefs de gouvernement qui sont passés à l'opposition doivent prendre leurs responsabilités, doivent avoir le courage de dire la vérité aux Algériens, que ce soit ceux qui ont été avec le coup d'État ou ceux qui ont été contre le coup d'État. Ensemble, ils doivent travailler, œuvrer pour une solution sûre qui permet aux Algériens de reprendre espoir. Et c'est la solution que je vois pour le moment. Et en même temps, ça donnera la possibilité aux Algériens de pousser ce régime à accepter de dialoguer avec son peuple, de dialoguer avec l'opposition pour trouver une solution ensemble pour sauver l'Algérie. Si ces partis ne prennent pas leurs responsabilités, s'ils ne vont pas au fond du problème, le peuple algérien sera face à face avec ce régime. Inch'Allah, et je suis sûr que cette jeunesse, que ce peuple saura trouver les dirigeants à la hauteur de ses ambitions pour trouver une solution à leurs problèmes. Restez avec nous, Badreddine Gerfa. Saad Bouaqba, une question sur mesure pour vous. Saad Bouaqba, Kmana? Oui. Alors, Saad Bouaqba, à votre avis, quel va être le rôle du clan présidentiel qui a aujourd'hui un poids prépondérant sur ces histoires de clans qui sont en train de se déchirer les uns les autres? Sur comment va peser le clan présidentiel? هو في الحقيقة الآن مهمة الرئيس والمحيط به هو ضمان انتقال السلطة من الرئيس إلى من يريده الرئيس دون الرجوع إلى المؤسسة العسكرية. هذا هو الهاجس تاعو الأساسي، سواء على صعيد العمل داخل الأحزاب أو داخل المؤسسات أو في عملية تعديل الدستور أو حتى في علاقته بالمؤسسة العسكرية. كل اهتمامه هو كيف يتم نقل السلطة الرئاسية بطبيعة الحال هذه المرة بإرادة رئاسية إلى من يخلفه دون العودة إلى المؤسسة العسكرية. هذا لا يمنع أنه يرجع إليها كاستشارة وليس كمقرر في الأمر. هذا هو مجال الصراع الآن، وما عداه فهو شكليات. Très bien. Restez avec nous, Saad Bouaqba. Le témoignage de Cheikh Abbasi Madani est prêt. Nous allons vous le montrer. Je ne vous promets rien cependant, si nous allons avoir en entier, parce qu'elle est assez longue, la vidéo, ou si nous n'allons en voir qu'une partie. Donc, regardez. أجهدت التجربة بإيقاف المسار الديمقراطي. ماذا حدث؟ باختصار شديد، أدخلت الجزائر في نفق مظلم. ألقي بالجزائر في حرب من طرف واحد، مع الزعم أنه صراع كان بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكأنها هي المعنية بالدرجة الكلية. لا،
لو كان الأمر كذلك لهان الخطب، لكن القضية الكلية هي المعنية بالأمر. الجبهة الإسلامية للإنقاذ كمؤسسة دستورية معتمدة وانتخب عليها الشعب مرات عديدة، تقدم في محكمة إدارية ليست من صلاحياتها، وأجبرت رئيسة المحكمة، أقول أجبرت لأنها من بعد أن نطقت بالحكم، حكم حظر الجبهة الإسلامية، فقدت عقلها السيدة، ولم يعرف أمرها حتى الآن بعدما أجبرت على ذلك الحكم. وأخيرا الجزائر التي كانت في وضع أمن آمن وضعت في فوهة بركان أوقدته السلطة في الشعب الجزائري. قضية الجبهة منعوا اسمها دون أن يمنعوا وجودها الذي لا يمنع. لم تعد لنا أي اتصال بالخارج، خارج السجن، لأن الأسر منعوا من الزيارة، والمحامون انتهت مهمتهم ولم يعودوا قادرين على الاتصال بنا، ولم يسمح لهم بذلك، ودخلنا في عزلة تامة، حتى الراديو الذي كان عندي سحبوه مني، إلى أن احتاجوا إلى فتح حوار، لأن الأحداث التهبت، وجاء من يفكر في ضرورة البحث عن مخرج سياسي، وأعتقد أن اليمين زروال كان من هؤلاء، وإذا لم يكن فكان من مؤيدي هذا المنع، مما يدل أن الجيش الشعبي الوطني ليس كله على مذهب نزار وأصحابه، أن هناك نسبة لا بأس بها استطاعت بأن تشكل ضغطا وأن تغير في قمة هرم السلطة، حيث تخلى خالد نزار وإن صوريا عن مسؤولية قائد الأركان، مسؤولية وزير الدفاع، حيث أعطيت الفرصة ليمين زروال، ومن خلال معرفتي له المباشرة تبين لي أن الرجل لو لم يكن عنده يقين بأنه في إمكان حل أزمة سياسيا عن طريق الحوار معنا، ما كان ليقبل أن يورط فيما ورط فيه، لأنه لا يعقل أن رجلا شريفا واعيا مدركا للحقائق المرة التي نجمت عما فعلت السلطة من انقلاب لا يمكن بحال أن يرضى أن يجلس على كرسي القيادة المركزية عاقل ذو ضمير على الإطلاق.
فور تعيينه اتصل بي أولا عن طريق رجل من المخابرات. هذا الأخير زعم بأنه مبعوث من طرف اليمين زروال وعزة. ساعتها كنا في السجن، لم نعرف شيئا مما حدث. فهذا المرسول جاء بما يلي: القضية انتهت، انتهى كل شيء، فقط أن تكتب لي كلمة تقدم إلى التلفزة تنادي بالناس بأن يوقفوا كل شيء، ثم بعدها تخرج مباشرة. بطريقة رأيتها كما هي تلاعب بالذمم، كأن خروجي يصبح مشروطا بشرط لم أره مشروعا، لا دستوريا ولا قانونيا ولا أخلاقيا. أنا الحرية التي أتمتع بها، الحرية الطبيعية التي هي من حقي دون شرط، ثم منعزني أكون أن أقدم مصلحتي في الخروج على حساب الشعب. ثم كيف أتصرف في أمر كهذا خطيرا وأنا لم أعلم شيئا مما حدث ومما يحدث؟ وعلماء الأصول يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كيف نحكم؟ كيف نتصرف؟ لأن التصرف في أمر الرعية كما هو في القواعد الكلية الشرعية منوط بمصلحة الأمة، بالمصلحة الشرعية، بالمصلحة المشروعة. أن نتصرف من خلال ذاتيتي، من خلال مطمع تحريري، وقد عرض علي بهذا الشكل، كما أنني أقوم بهذا مقابل هذا. فصرخت وناديت بمدير السجن وقلت له: من أعطاك حق ترك هذا الرجل ليأتي إلي في وقت أنا محروم من اللقاء بأسرتي، أنا محروم من اللقاء بمحام من المحامين، أنا محروم من وسائل الإعلام لأكون على علم بما يجري؟ وعلى الرغم من أن الرجل يقول هو مبعوث من طرف زروال. فقلت له: لا يحتاج زروال إلى أن يرسل أيا كان، ولا أعتقد ولن أقبل لا من زروال ولا من غيره أن أتصرف أن يقدم لي شرط من الشروط، من أي شروط توضع بدائل لمصلحة أمتي. جعلني الله دائما ثابتا على عهدي، عهد الله وعهد أمتي وشعبي. في تلك الأيام كانت لجنة مؤلفة مخصصة لهذا الغرض،
غرض وضع اتفاق على أساسه ينتخب رئيس للدولة، ثم بعد ذلك تتجه في اتجاه الذي يروقهم. بعد أيام جاء وفد هذه اللجنة، وكان يرأسها اللواء الدراجي، ومعه أعضاء منهم محامون، ومنه واحد من جمعية حقوق الإنسان نسيت أسماءهم. التقينا بهم مرات متكررة، وإذا بزروال يصبح المسؤول الرئيسي في الجيش، أي وزيرا للدفاع، ثم يكلف من طرف مجلس الأمن الوطني داخل الحكومة الجزائرية، ويتولى أمر التفاوض معنا. ساعتها أخبرنا برغبته في اللقاء به، وقبلنا ذلك بناء على مبدأ اتفقنا عليه، وهو أن لا نغلق في الباب في وجه أي محاولة للحوار، بدءا بما أوصينا به أخانا عبد القادر رحمه الله، عبد القادر حشاني، عندما ذهب بالاقتراح الحوار مع الأحزاب تمهيدا للوصول إلى السلطة، رغم الرد العنيف الذي حدث من خالد نزار، فتولى مسؤولياته. لكننا نحن لم نغلق بحال من الأحوال باب الحوار. وهكذا عندما أشعرنا برغبة يمين زروال الحوار، كنا على الرحب والسعة. والتقينا به لأول مرة في مكتب النائب العام للمحكمة العسكرية، وكان معه اللواء الدراجي، وفيما أعتقد أيضا كان حاضرا معه النائب العام للمحكمة العسكرية. حصل التعارف مع التذكير بأنه قد أرسل شخصا وجاءني بالطريقة الفلانية والتي رفضتها. الحقيقة نفى أن كان ذلك الشخص مرسولا من طرفه. إذن بدأت الصراحة، ودخلنا في التفاوض أو الحوار، فيما أعتقد مرتين كان يطلب فيهما أو خلالهما بإعلان شبه التنديد بما يجري
فكان دائما نحن لا نندد ولكننا نفعل عندما نقتنع، فلنتعاون على إطفاء هذه الجمرة. حتى قلنا له باستطاعتكم أن تفرجوا عمن يكون في وسعه أن يذهب إلى المعنيين وأن يوقف الجمرة ثم يعود بعد ذلك إلى السجن. لم يقبلوا ذلك، وتوقف الحوار برهة، ثم بعد ذلك استؤنف بعد أن أرسلت رسالة لليمين زروال عندما كان بصدد اللقاء مع الأحزاب الأخرى المعتمدة للوصول إلى ميثاق مشترك أو حل مشترك. أثناءها كتبت إليه رسالة ليس فقط لأعبر عنه فيها عن الاستعداد لاستئناف الحوار، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، وكتبت في الرسالة الحلول، أجدى الحلول للإشكالية المطروحة على مستوى ما وصلته المحنة والأزمة من تعقيد. فيها أرضية للحوار. الحقيقة مما يحسب للرجل أنه تقبلها ووعد بنشرها وتقديمها للأحزاب عند اللقاء بها، ففعل ونشرت على وسائل الإعلام الوطنية، ثم تناولتها أيضا وسائل الإعلام الدولية. مما جاء في هذه الرسالة أننا أمام مشكلة سياسية ولا مجال أبدا للحلول الأمنية في حلها، واعتمادكم على الطرفين فهما متناقضان، لأن السياسة الأمنية معناه أنه لنطفئ النار نصب فيها البنزين، ومتى كان البنزين يطفئ النار بل كان يزيد في إضرامها. وإذا كان الحل هو الحل السياسي، فأول ما يشترط في الحل السياسي أن يقوم على أساس التراضي، أي التراضي الذي يتمثل في رغبة الشعب الجزائري. وكيف نقدم حلا مفترضا نظريا، والحل المؤسس والذي حقق إجماع قيادة الثورة، ثم دعم ذلك الشعب الجزائري بتقبله وقدم من أجله أزيد من 1.5 مليون شهيد، ألا وهو الحل الذي جاء في نداء أول نوفمبر.
أننا نتفق على ما نص عليه هذا النداء الذي قدم لنا نموذج الدولة الجزائرية التي تكون محل اتفاق مع الاستعمار وبداية عهد جديد. القاضي بما يلي في هذا النداء يقول: حملنا السلاح من أجل هذا الهدف المنصوص عليه في النداء، علما أننا لا نوقف لا نضع السلاح إلا بعد اعتراف فرنسا بهذا المبدأ، وهو انبثاق دولة جزائرية حرة مستقلة تكفل الحريات الضرورية الديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية. هذا كان موضوع اتفاق، موضوع إجماع لقادة الثورة، وإجماعهم هو الذي ثبت ووافق عليه الشعب وكون من أجله الثورة حتى حققت الثورة مرادها. ما دام هذا النموذج صالحا في هذا الوقت نقدمه كحل، وإذا انبثقت الدولة التي ذكرت في هذه المواصفات وأطفئت شعلة النار التي أوقدت في عمق الشعب الجزائري، فللأجيال المقبلة أن يزيدوا، أن يتوسعوا، أن يطوروا، لهم ذلك. هذه من جملة ما جاء في هذه الرسالة، ولا داعي لذكرها لأن الرسالة نشرت. وهكذا استجابة كانت تلقائية من طرف رئيس الدولة اليمين زروال، وبناء على ذلك استؤنفت المفاوضات إلى أن وصلنا إلى النتيجة التالية، علما أن كل هذا الحوار بعد ذلك كان يأتي عن طريق ممثل اليمين زروال السيد اللواء بتشين، محمد بتشين. هذا الرجل الذي كان أول من سعى لتحقيق الاجتماع الأول بين قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبين الرئيس الشاذلي بن جديد. بتشين المبعوث الرسمي لليمين زروال هو الذي أشرف من الطرف الآخر من طرف السلطة على الحوار عند اللقاء ولأول مرة بزروال الذي كان وزيرا للدفاع ساعتها. أبدينا كل استعداداتنا، لأنه هو في البداية أتى ليطلب مني كلمة تهدئة، فقلنا له أو كلمة تنديد، قلنا لهم نحن مسؤولون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي
لا تترددوا في أداء أي شيء يتعلق بمصلحة الشعب الجزائري وإيقاف النزيف الدموي. هذا الذي يهمنا، ونحن على أتم الاستعداد للتحاور. ولنقول لكم نحن على استعداد، أنا وأخي علي بالحاج، أن نخرج لإيقاف النزيف الدموي نهائيا ثم نعود إلى السجن. قال جنرال من الجنرالات الحاضرين آنذاك، جنرال الدراجي، عندما قلنا له سنضع نهاية إن شاء الله يقينا لما يحدث، قال مستحيل،